Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à cette seconde grande entrevue. Et nous sommes extrêmement heureux et fiers d'accueillir M. Stéphane Dion avec nous. M. Dion n'a pas besoin de présentation, mais je vais quand même en faire une. M. Dion est un politologue de formation qui a obtenu son doctorat de la Sorbonne à Paris. Il a par la suite été professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal entre 1984 et 1996, date à laquelle où il a été nommé ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, où il est devenu député fédéral de la circonscription de Saint-Laurent-Cartierville. Il a par la suite été ministre de l'Environnement, chef du Parti libéral du Canada, chef de l'opposition officielle. Il a aussi été ministre des Affaires étrangères de 2015 jusqu'au début de 2017, où il a été nommé ambassadeur du Canada en Allemagne jusqu'en 2022. Et par la suite, il a été nommé ambassadeur en France jusqu'en janvier dernier. Et pendant cette période de temps, lorsqu'il était ambassadeur en Allemagne et au Canada, il a aussi En occupé les France. fonctions, pardon, en France, il a aussi occupé les fonctions d'envoyé spécial du premier ministre en Europe, ce qui m'amène à ma première question, parce que bon, les gens, tout le monde sait ce que fait un ambassadeur à l'étranger, mais qu'est-ce que fait plus particulièrement un envoyé spécial du premier ministre en Europe? Donc, c'est ma première question, Monsieur Dion. Pourriez-vous nous expliquer quelles étaient vos fonctions? En quoi ça consistait ce rôle-là d'envoyé spécial du Premier ministre? Bonjour, professeur Caron. Bonjour, Jocelyn Coulon. Ça fait très plaisir d'être avec vous. Je suis très impressionné par vous, professeur Caron, que vous soyez installé en Asie centrale, que vous soyez actuellement en Arménie. C'est bon que le Canada occupe tous les espaces dans le monde et celui-là, vous nous y aidez fortement et je vous en remercie. Vous me demandez comment je suis devenu envoyé spécial et qu'est-ce que ça faisait un envoyé spécial en Europe. Alors, j'étais ministre des Affaires étrangères. Le premier ministre Trudeau, Justin Trudeau, me fait venir à son bureau en janvier 2017 et il me dit, tu étais un bon match, un bon choix comme ministre des Affaires étrangères avec Obama, mais avec le nouveau qui vient de rentrer, c'était Donald Trump, je sens le besoin de faire des changements. Alors moi, personnellement, je n'étais pas forcément d'accord. J'avais bien travaillé avec George W. Bush quand j'étais ministre de l'Environnement, ce qui n'était pas simple à faire. Donc, mais c'était lui le premier ministre et il estimait que quelqu'un d'autre pourrait faire mieux le travail que moi. Et Mme Freeland avait beaucoup d'expérience aux États-Unis, ce qui n'était pas mon cas. J'en avais un peu, mais beaucoup moins qu'elle. Alors, il m'a demandé d'être son représentant en Europe et en permanence en Europe. Ce qui voulait dire que je serais ambassadeur dans un pays du G7. Et au début, il voulait me mettre ambassadeur à deux endroits. Je lui ai dit que ça ne marcherait pas. La Convention de Vienne ne permet pas de ce genre de choses. Ça serait extrêmement compliqué. Alors, finalement, je suis devenu envoyé spécial. Donc, ambassadeur en Allemagne, ça a été le choix à l'époque, et envoyé spécial pour toute l'Europe, pour l'Union européenne, ainsi que les pays européens qui ne font pas partie de l'Europe. Le point de vue du premier ministre était qu'il anticipait des difficultés avec les États-Unis, des difficultés d'un autre ordre avec la Chine et la Russie. Il a eu aussi des difficultés qu'il n'anticipait pas avec l'Inde, au moins qu'avec l'Europe, ça aille bien et qu'on améliore nos relations. Et donc, j'y suis allé. J'ai été ambassadeur en Allemagne et envoyé spécial à l'Union européenne et pour toute l'Europe. Par après, j'ai fait la même chose, mais à partir de la France, un autre pays de G7. J'ai fait ça pendant 8 ans. Alors maintenant, pour répondre à votre question, l'envoyé spécial, à mon avis, la logique derrière ça, c'est que l'Europe est le seul continent qui soit intégré politiquement. L'Amérique du Nord, c'est trois pays et leur taille est très, très différente. L'intégration, donc, se pose d'une toute autre façon. L'Amérique du Sud et l'Afrique essaient de s'intégrer politiquement, mais comme vous le savez, ils sont loin d'y être parvenus. Et puis l'Indo-Pacifique, c'est une création de nous. Plein de pays de l'Indo-Pacifique ne savent même pas qu'ils sont dans l'Indo-Pacifique. Ce n'est pas du tout intégré comme peut être l'Europe. L'Europe est intégrée à cause de l'Union européenne, à cause de l'histoire. Les Européens savent qu'ils sont européens. Euh,
et à cause de l'attraction que l'Union européenne exerce sur les pays qui n'en sont pas. Même le Royaume-Uni, qui en est sorti, essaie de rétablir des relations de toutes sortes de façons avec l'Union européenne. Il y a 9 pays qui frappent à la porte de l'Union européenne pour y rentrer. Donc, il y a une intégration politique. Ce qui fait que nos ambassadeurs et nos ambassades canadiennes en Europe travaillent sur les mêmes sujets. C'est les mêmes enjeux. Bon, avec une forte connotation nationale. Si vous êtes en Italie, vous n'êtes pas en Allemagne, c'est évident. Mais quand même, ce sont les mêmes enjeux. D'autant plus que maintenant, le principal enjeu international du Canada, géostratégique du Canada, et pour encore sans doute un bout de temps, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui est en territoire européen. Alors concrètement, l'envoyé spécial dans tout ça, il fait 3 choses. La première chose, c'est que j'ai voyagé. J'ai voyagé dans les pays européens pour renforcer la présence canadienne, soit pour y livrer un discours senti, soit pour porter un message du premier ministre ou du gouvernement aux leaders de ce pays, soit pour renforcer les efforts qu'une entreprise canadienne fait pour décrocher un contrat ou attirer un investissement au Canada. J'ai regardé mes chiffres. Alors, pendant 8 ans, j'ai fait 93 visites auprès de 41 pays. Parfois, un voyage peut couvrir différents pays. Ça, c'est en 8 ans, en plus d'être l'ambassadeur en permanence en Allemagne, puis en France. Première chose, donc, renforcer la présence canadienne. La deuxième chose, c'est coordonner tous ces ambassadeurs qui sont en Europe, les réunir une fois par année dans une ville européenne ou à Ottawa, faire un brainstorming tous ensemble pendant 2 jours. Et ce n'est pas un séminaire, là. L'objectif est de proposer des recommandations au gouvernement canadien pour avoir une stratégie qui fonctionne mieux en Europe. Et sur cette base, après cette rencontre avec tous les ambassadeurs, j'écris un rapport que je soumets ensuite au Conseil des ministres et que je présente oralement devant le comité des affaires mondiales du Conseil des ministres et avec mes recommandations. Alors, il pouvait y avoir 70 recommandations. Quand il y en avait 7 qui passaient, j'étais déjà très heureux. Et la troisième et dernière chose que j'ai faite, c'est que quand un ambassadeur ou le ministère des Affaires mondiales ou un autre ministère m'appelait, me disait, peux-tu parler au bureau du Premier ministre ou au bureau de la ministre des Affaires étrangères, mais généralement, c'est le bureau du Premier ministre, pour faire remonter cet enjeu, parce que là, ça commence à aller mal. Alors donc, j'accélérais le mouvement pour s'assurer que l'Europe soit vraiment une priorité à Ottawa. J'avais des conversations hebdomadaires avec le bureau du Premier ministre et le bureau de la ministre des Affaires étrangères et des contacts réguliers avec des ministres parce qu'ils me connaissaient. Donc, mon passé politique et mon insertion dans le monde diplomatique faisait que je pouvais faire ce lien et faire remonter l'intérêt du Canada pour l'Europe quand c'était nécessaire. Alors Donc, voilà à quoi je l'ai servi pendant toutes ces années. Et puis je pense que ça a été formidable comme expérience. Et si je comprends bien, c'est la première fois qu'il y avait un envoyé spécial du Premier ministre en Europe. Il n'y en avait pas eu avant vous. Est-ce qu'il y a eu vous avez eu un successeur? Est-ce que d'autres régions, disons l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, ont aussi des représentants spéciaux du Premier ministre ou vous étiez vraiment le seul à occuper ce poste-là? Au début, j'étais le seul, ce qui a fait des jaloux dans les autres régions du monde. Mais l'argument quand même, je le répète, c'est que l'Europe est intégrée politiquement. Donc, il y a clairement un besoin pour ces ambassadeurs de se parler. Si chacun est enfermé dans son pays et que le seul lien qu'ils ont, c'est avec Ottawa, mais qu'il y a peu de relations entre eux, eh bien, il y a un déficit quelque part dans notre capacité d'être efficace et d'appuyer nos entreprises, d'appuyer nos efforts militaires, nos efforts géostratégiques en Europe, et même les questions consulaires parfois demandent une coordination étroite entre nos différentes ambassades. Donc, ça, c'était l'argument.
Mais quand même, quand le gouvernement du Canada a arrêté sa nouvelle politique pour l'Indo-Pacifique, on a nommé notre ambassadeur au Japon envoyé spécial pour l'Asie-Pacifique. C'était indirectement un compliment au travail que j'avais fait, puisqu'on se disait ça a bien marché en Europe, pourquoi pas essayer la même chose dans l'Indo-Pacifique? Et ça se passe très bien. J'en ai parlé à Yann, notre ambassadeur là-bas. Il a un rôle différent du mien parce que c'est beaucoup plus grand, l'Indo-Pacifique, mais il l'établit à sa façon. Et donc, ça aussi, c'est très bon. Une autre chose qu'on a fait, on a coordonné de plus près notre capacité d'agir dans l'Arctique. Donc, les ambassadeurs de l'Arctique, dont la plupart sont européens, bien sûr, se coordonnent de plus près. Ça a été une de mes recommandations, et aussi d'avoir une présence au Groenland. C'était une autre de mes recommandations. Donc, vous voyez que ça a fait des petits. Ouais. L'autre question, c'était quoi? Donc, Alors, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit un peu plus tôt, et c'est de savoir si ta carrière universitaire et politique t'a été utile comme diplomate. oui, Jocelyn, mais là, je me rappelle de l'autre question Ah, de Jean-François, excuse-moi. qui était la première, c'est la deuxième, en fait. La deuxième question, c'était est-ce que j'ai fait des petits, est-ce qu'on a pris ce modèle pour d'autres régions? La réponse est oui. Et la première, c'était est-ce que j'ai eu un successeur? Ah, oui, Oui, c'est Oui. ça. Alors oui, c'est John Hannaford, l'ancien greffier. c'est vrai. OK. Et John le fait différemment de moi. Chaque premier ministre essaie d'établir la façon dont il veut travailler. Pour Justin Trudeau, il était très important que son envoyé spécial soit ses yeux et ses oreilles en Europe. Alors, ce que j'ai dit à M. Carney, c'est très bien ça. Vous devez garder ça. Mais en même temps, vous devez avoir un champion à Ottawa. Parce que l'envoyé spécial en Europe, il va être très difficile de pousser dans le dos tous ces ministères. Lorsqu'on a une entente avec les Européens, une entente avec l'Union européenne ou un pays de l'Europe, géostratégique, commerce, une entente. Le problème, c'est que nos ministères sont très heureux d'avoir signé l'entente, mais après, ils travaillent sur la prochaine entente qu'ils doivent faire parce que le premier ministre demande un livrable ailleurs dans le monde. Mm. Et donc, on a de la difficulté à faire remonter l'Europe dans l'ordre des priorités, d'autant que les États-Unis demeureront toujours notre grande priorité. Alors, ce que je lui ai dit, c'est nommez-vous un champion qui pousse tous ces ministères dans le dos. Et d'avoir nommé l'ancien greffier qui connaît à fond toute la machine à Ottawa, c'est une bonne idée. Donc, je crois que M. Hannaford, en étant présent constamment à Ottawa, tout en développant certaines antennes en Europe, et là, il faudra voir comment ça va s'arrimer pour ne pas perdre notre capacité de se coordonner tous en Europe, alors que l'envoyé spécial est à Ottawa. Donc, il faudra s'assurer de ça, mais il est important qu'on pousse dans le dos nos ministères pour s'assurer que l'Europe remonte dans l'ordre des priorités de façon très efficace. Alors, mon expérience comme politologue, je suis sûr que ça m'a beaucoup aidé. D'abord, je ne serais pas moi-même. La personne que je suis a été formée par mes études, en bonne partie. Mes études qui ont commencé dès l'enfance, puisque mon père était professeur de sciences politiques et que les murs à la maison étaient tapissés de livres que j'ai dévorés bien avant de les comprendre. J'étais trop jeune et je lisais plein de livres que j'avais de la difficulté à comprendre, mais ça m'a entraîné à prendre de l'avance dans ma formation. Et donc, quand je débarque en politique, j'ai une forte formation d'observation de la politique. Et j'ai développé des capacités de lecture très rapides, de capacités conceptuelles que la science sociale nous offre, habileté à comprendre qu'il faut comparer dans le monde, donc toute la méthode comparative qui est essentielle pour comprendre ce dont on parle. Donc, je suis sûr que ça m'a beaucoup aidé. Le contact avec les étudiants, bon, c'est différent du contact avec les commettants de votre circonscription, mais pas tout à fait. C'est quand même un peu la même chose. La collégialité entre professeurs d'université, la collégialité entre ministres est différente par certains aspects, mais quand même, ça vous entraîne à travailler en équipe. Et donc, oui, je suis sûr que ça m'a beaucoup aidé. Évidemment, il faut s'ajuster. En politique, il y a beaucoup, beaucoup plus de pression qu'on peut en avoir dans le monde académique, surtout pour faire la politique comme je l'ai faite, c'est-à-dire en brassant la cage partout où je passais.
C'est sûr qu'il fallait avoir une carapace très, très, très solide et je ne suis pas sûr que tous les professeurs d'université l'ont. Si vous allez en politique, il faut une forte carapace, sinon faites autre chose. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse-là. Je dirais que l'immense majorité de mes collègues en sciences politiques, c'est des gens qui ont plutôt tendance à être concentrés sur leurs recherches, isolés dans leur bureau. Les contacts avec leurs collègues, la plupart du temps, c'est le minimum syndical. Et puis, beaucoup de mes collègues ont peur ou refusent de brasser la cage. Je vais enchaîner avec une autre question. Bon, comme vous avez été un ancien ambassadeur en Allemagne, qu'est-ce que vous pensez du fait que clairement l'Allemagne en ce moment est en train de devenir peut-être pas une grande puissance, mais plus qu'une simple puissance moyenne? Puis est-ce que c'est quelque chose de récent ou est-ce que c'est quelque chose que vous sentiez déjà lorsque vous êtes arrivé en poste en 2017? Bien, ce qui s'est passé, professeur Caron, Jean-François, c'est qu'il y a peut-être 15 ans, personne ne voulait voir un soldat allemand dans le monde. Alors, et tout d'un coup, on s'est mis à leur reprocher de sous-financer l'aspect militaire de leur pays, l'industrie militaire, la défense. Leur armement était pas adéquat, etc. Et on leur reproché, notamment les États-Unis. Alors, il faut se rappeler, c'était quoi le temps au tout début? Hein, c'était trois choses. Je suis sûr que Jocelyn connaît ces trois maximes-là. En anglais, c'était euh, Keep the US in, the Soviet out, and the Germans down. Exactement. Hein? Et c'était ça. Mais là, on veut plus qu'ils soient down. On veut ils fassent leur part parce que les États-Unis veulent réorienter leurs efforts vers la Chine et en disant, ben, les Européens, occupez-vous de la Russie. Euh, on va encore vous aider, mais comprenez qu'on doit en faire plus ailleurs dans le monde. Et tout d'un coup, on a demandé aux Allemands, ben alors ça veut dire que vous êtes la locomotive, il faut que vous y mettiez aussi. Et comment ça se fait que vous ne l'avez pas fait? On les a blâmés de ne pas l'avoir fait quand on exigeait qu'ils ne le fassent pas auparavant. Donc, s'ils sont à la fois la machine économique et la grosse armée de l'Europe, bien sûr que leur poids va augmenter. Bon, mais la France n'est pas trop contente de ça. Mais l'Allemagne est beaucoup moins endettée que la France. Elle a plus de marge de manœuvre financière, c'est une économie plus forte, pour aller de l'avant et dépasser la France sur le plan militaire, surtout le militaire traditionnel, conventionnel, puisque l'Allemagne, bien sûr, n'aura pas l'arme nucléaire et que la France investit beaucoup dans l'arme nucléaire. Donc, voilà comment je pense qu'on peut expliquer que l'Allemagne prend du poids. Mais l'autre chose aussi, et là c'est plus négatif, jusqu'à présent c'est positif, on veut plus d'Allemagne. Mais si on peut dire que le militaire, c'est positif. Mais là, sur le plan négatif, l'Allemagne a d'énormes problèmes, ce qui l'oblige à regarder qu'est-ce qu'elle peut faire de plus dans le monde. Un gros problème qu'elle a, c'est qu'elle est restée industrielle. Et ça, c'est très bien. C'est une chance pour tout le monde que l'Allemagne soit industrielle. C'est un pays industrialisé. C'est pas trop désindustrialisé. Mais ils ont un énorme problème de source d'énergie. Et si l'énergie coûte trop cher, leur industrie devient moins compétitive dans le monde. Alors, jusqu'à présent, la stratégie énergétique de l'Allemagne, c'était de se reposer sur le gaz russe, qui ne coûtait pas cher, qui était bon marché. Mais maintenant, le gaz russe est sorti de l'équation pour les raisons de guerre et de sanctions contre la Russie. Donc, il faut trouver autre chose. Ils se sont interdits le charbon, les Allemands, donc ils ont fermé leurs centrales au charbon presque complètement pour des raisons écologiques. Et ils ont refusé le nucléaire, trouvant que c'était un trop grand risque après ce qui s'était passé au Japon. Et donc, si on n'a pas le nucléaire, on n'a plus le charbon, on n'a plus le gaz russe, on a d'énormes problèmes parce que le gaz liquéfié américain coûte plus cher. Donc ça, c'est un problème énorme. Un autre problème, c'est la Chine. L'Allemagne a fait d'excellentes affaires avec la Chine, mais maintenant, les Chinois ont moins besoin de la technologie allemande et sont en fait compétiteurs des Allemands à bien moindre coût, puisqu'ils peuvent produire avec une main-d'œuvre plus bon marché, plus disponible et avec moins de réglementation environnementale, etc. Donc la Chine est rendue un compétiteur de l'Allemagne plutôt qu'un réceptacle des produits allemands et de l'expertise allemande. Ça, c'est un autre problème. Donc l'Allemagne se dit, ben, il faut qu'on se retourne vers l'Europe, il faut qu'on développe plus une stratégie européenne parce qu'on en arrache sur le plan énergétique
et on en arrache avec la Chine. Le chancelier Scholz, donc le prédécesseur de celui qui est en poste aujourd'hui, est venu en visite au Canada il y a peut-être 2 ou 3 ans pour parler justement d'énergie. Est-ce que ça a mené à des accords ou à, comment dirais-je, une accélération de notre coopération avec l'Allemagne sur ce point, sur cet aspect-là? Oui, après, on a vu Volkswagen venir, on a eu des investissements allemands assez soutenus. Ça a été mon champ du signe comme ambassadeur en Allemagne. Ça et le Canada comme pays à l'honneur de la foire industrielle d'Hanovre, Hannover-Messe, qui est la plus grande foire industrielle au monde. Le Canada a été le pays à l'honneur. On a fait plein d'affaires à ce moment-là. Mais auparavant, l'été 2022, le chancelier Scholz vient avec le vice-chancelier qui est le ministre de l'Industrie, tous les deux ensemble, ce qu'ils ne font jamais habituellement. Et en effet, on a signé des ententes qui ont permis des investissements allemands très sentis au Canada et qui envisageaient la possibilité d'amener l'hydrogène canadienne en Allemagne. Bon, là, l'hydrogène prend un peu de retard. Je ne sais pas très bien si on va y arriver, mais le projet n'est pas mort. On continue d'espérer que l'hydrogène fera partie des solutions, outre d'être une petite niche, non d'être une véritable solution, quand il faudra remplacer le gaz, qui est encore le gaz naturel, qui est encore un hydrocarbure. Ça pollue moins que le charbon, mais quand même, ça envoie des gaz à effet de serre. Et l'idée, c'était de remplacer ça par l'hydrogène vert, qu'on aurait pu faire partir de Terre-Neuve, notamment. Et ce projet n'est pas mort, on continue à l'avancer mais ce n'est pas facile. Je ne crois pas que ce soit la priorité en ce moment du chancelier Scholz. Donc la réponse est oui, ça a donné beaucoup. Et aussi, l'Allemagne essaie de s'assurer d'avoir sa part des matériaux critiques canadiens. Actuellement, si on veut remplacer les hydrocarbures, qui représentent encore plus que 80% de la source d'énergie mondiale, les hydrocarbures. Si on veut les remplacer, parce que c'est les hydrocarbures, le gaz, le pétrole et le charbon, qui envoient tous ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère et qui dérèglent notre relation avec la planète par un climat qui se réchauffe. Alors, si on veut remplacer ça, une des solutions, ça va être de faire plus d'éolien, faire plus de solaire, d'hydrogène, etc. Et tout ça prend beaucoup de minéraux critiques, notamment des terres rares, du cobalt, etc. Et le Canada en a. Mais actuellement, le pays qui a presque le monopole de ça, c'est la Chine. Et on peut s'en féliciter, au moins il y a un pays qui a pris le leadership. Mais c'est un régime qui nous inquiète, puisque c'est un régime autocratique. Et donc, on aimerait bien que les démocraties développent plus d'autonomie dans ce secteur. Et il y a quelques pays, comme l'Argentine, qui ont des ressources. Le Canada en a beaucoup. Il faut amener ces ressources au marché. Et pour l'amener au marché, ça va demander des investissements énormes. Et l'Allemagne veut avoir sa part là-dedans. La France aussi, l'Europe aussi. Donc, notre relation avec l'Europe va être très orientée vers le secteur minier, dans lequel le Canada est une puissance mondiale. Ça va orienter beaucoup nos relations avec eux dans les années qui viennent. Donc, c'est un domaine de collaboration potentiel, comme vous l'avez dit, mais de notre côté, du côté canadien, quels sont les principaux obstacles à l'exploitation de ces minéraux critiques, de ces terres rares que l'Europe a tellement besoin? La principale difficulté, c'est que nous, on veut bien les extraire, mais pas n'importe comment. Les Canadiens n'accepteraient pas qu'on fasse un saccage environnemental pour alimenter le monde de ressources qui leur permettront de sortir des hydrocarbures, mais si ça fait en sorte que nos nappes phréatiques sont polluées, que nos communautés deviennent malades, que la pollution de l'air s'en mêle, qu'il y a des déchets partout, qu'il y a la faune et la flore soient détruites, on ne serait pas d'accord. Donc, il y a une réglementation. Il faut aussi respecter les populations qui sont sur place, qui sont souvent des populations autochtones, qui ont des droits. Et tout cela n'empêche pas que la ressource puisse se rendre au marché, mais exige que ça soit fait correctement. Et ça suppose des coûts. Alors qu'en Chine, on ne s'embarrasse pas d'autant de précautions. La population là-bas n'a pas les mêmes droits. Et en plus, la Chine s'en va en Afrique et ramène des ressources dans des conditions qui seraient inacceptables au Canada. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un projet, qu'on avance et qu'il y a des investissements qui se font, tout d'un coup, le prix
du métaux ou du minéraux s'effondre parce que la Chine inonde le marché. Ah oui. Elle essaie d'éviter d'avoir des concurrents. Elle joue le jeu du marché à sa façon. Et donc, ça nous retarde beaucoup dans notre développement. Alors, passons maintenant à nos relations avec la France, parce que c'est quand même une des mères patries, si on peut dire. Et si je me souviens bien, votre mère est française et votre père, vous l'avez dit, un ancien professeur de sciences politiques, Léon Dion. Qu'est-ce que ça fait d'être ambassadeur du Canada à Paris quand on a ce bagage? Moi, j'ai trouvé ça merveilleux. J'ai bien aimé ma relation avec les Allemands, même si mon allemand est resté rudimentaire, mais assez bon pour livrer le discours de Hannover-Messe à la foire d'Hanovre, et que les Allemands ont ri quand il fallait, applaudi quand il fallait, ils ont tout compris ce que j'ai dit en allemand. Donc ça allait bien. Mais quand même, travailler dans sa langue, ça ne m'était pas arrivé depuis 1995, l'année où je suis rentré en politique. À Ottawa, vous travaillez en français, mais surtout en anglais, bien sûr. Ouais. À Berlin, vous travaillez en allemand et en anglais. Si vous parlez à une salle allemande, il y a des gens dans la salle qui vous comprendront si vous parlez français. Mais la salle elle-même, l'audience, ne vous comprend pas. Et si vous parlez anglais, il y a des gens qui ne vous comprendront pas, mais la salle vous comprend. Et vous suivez votre discours, la logique du discours est bien répercutée. Donc, l'anglais est la langue. J'arrive à Paris et tout d'un coup, j'ai des journées très longues, très lourdes de travail, comme ça m'arrivait à Berlin ou à Ottawa. Mais je me couche le soir, je me dis, mais je ne suis pas si fatigué que ça. Mais c'était parce que je travaillais dans ma langue. Voilà. Et ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Ça, c'est un plaisir. Un autre plaisir quand vous êtes à Paris, c'est que votre résidence officielle, qui est formidable, elle est tout près, elle est sur la rue du Faubourg Saint-Honoré, tout près de l'ambassade, à 5 minutes de marche militaire, comme je peux faire. C'est merveilleux. Alors qu'à Berlin, votre résidence officielle, elle est à Dahlem, donc dans une banlieue, très, très bien, mais vous n'êtes pas au centre-ville à ce moment-là. Vous avez au moins pour 45 minutes de transport en commun pour vous rendre au centre-ville. Et même avec votre chauffeur, dans le trafic le matin, c'est au moins 40 minutes. Et l'ambassade est au centre-ville. Elle est à Potsdamer Platz. Donc, c'est plus compliqué. L'autre chose, c'est on croit que l'Allemagne est au centre de l'Europe. Militairement, maintenant, et économiquement, géographiquement, oui. Mais en fait, l'aéroport de Berlin dessert très mal l'Europe et le monde. Berlin, dans le fond, c'est Francfort. Vous devez faire une escale à Francfort presque pour tout. Et ça, c'est très stressant le matin. Vous avez peur de rater votre avion, de transfert, etc. Tandis que de Charles de Gaulle à Paris, vous vous rendez partout directement. Et même pour se rendre au Canada, à Montréal ou à Ottawa, c'est bien plus simple de Charles de Gaulle que de Berlin. Alors, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles j'ai trouvé l'expérience à Paris meilleure que celle de Berlin, quoique Berlin, c'était merveilleux. Je ne dirais jamais rien de mal de Berlin. Et puis Paris, ça reste Paris. Ouais. C'est quand même une capitale du monde. Il y a plus d'activités à Paris que dans n'importe quelle autre ville d'Europe. Je dirais que les visiteurs canadiens ou autres d'autres pays, quand ils vont en Europe, ils trouvent une raison d'aller à Paris. Ils vont à Berlin quand il faut aller à Berlin. Il faut parler aux Allemands, on va à Berlin. Mais Paris, si on doit aller en Italie, etc., on trouvera une façon de venir à Paris. Ouais. Donc, l'activité est beaucoup plus grande. Et l'autre chose qui se passe, c'est que le président Macron, quand un président français perd le contrôle du Parlement français, l'Assemblée nationale, il devient minoritaire politiquement. Et donc, il a moins de prise sur la politique domestique française. Le président se déverse sur la politique étrangère, qui est sa chasse gardée. Et il en fait de façon frénétique. Ça a été le cas avec le président Macron. Il n'arrête pas d'avoir des rencontres, des réunions, des sommets sur tous les sujets, mais notamment sur l'Ukraine, pour montrer que ce n'est pas seulement les États-Unis qui sont sur le gouvernail, mais aussi l'Europe, et l'Europe, ça passe par Paris. Voilà ce qu'il veut montrer. Alors donc, ça fait en sorte que l'ambassadeur du Canada à Paris a toutes sortes de sollicitations de toutes parts des ministres, du Premier ministre, des bureaux des ministres,
des entreprises, même des partis d'opposition, etc., de façon constante. Alors, c'est une vie, si vous aimez travailler fort et dans un cadre merveilleux, ben, soyez ambassadeur à Paris. Dernière chose, Jocelyn, le Canada est le pays le plus aimé des Français. Et depuis quelque temps déjà. Euh, dans les enquêtes d'opinion, on est toujours sur le podium. Quand on demande aux Français quel est le pays que vous préférez, si ce n'est pas la France. Euh, ça fait en sorte qu'on est aimé partout, on est sollicité. Étant moi-même, j'étais plus sollicité peut-être qu'un ambassadeur moyen parce que quand je livre des discours, je ne veux pas qu'ils soient conventionnels. Je ne me contente pas de lire les lignes du ministère. On m'inviterait plus beaucoup si je faisais ça. Ouais, ouais, J'y ajoute mes pensées, ma façon d'être, ma façon de dire les choses, ma compréhension de la France. Bien sûr, je m'arrange que ça ne contredise jamais le gouvernement, mais je ne me contente pas de dire le message du gouvernement, ça serait trop ennuyeux. ouais, Et ça fait en sorte que j'étais sollicité partout. ouais. Dernière chose, il y a les activités mémorielles. Les militaires canadiens qui ont donné de leur sang pour tirer la France d'affaire par 2 fois dans 2 guerres mondiales. Quand vous allez à ces rencontres-là, que ce soit à Juno Beach ou ailleurs, c'est extrêmement poignant. Et moi, j'ai pris ça très au sérieux. Je soignais mes discours, je faisais pleurer les gens. Et donc, on me réinvitait constamment. Il fallait que je fasse le tri. Mais ça ajoute beaucoup d'émotions à notre relation avec la France. Et ça, il faut cultiver ça. Voir ces générations de Français du nord de la France qui amènent leurs enfants et qui se tiennent aux gardes à vous, dans le grand soleil comme dans le grand froid, dans la pluie. Et quand on leur demande, mais pourquoi vous faites ça de cérémonie en cérémonie, décennie après décennie, bien, ils vous répondent, parce que sans eux, on ne serait pas là. Et cette phrase-là, c'est une motivation énorme pour établir des relations très, très poignantes quant à notre histoire avec la France. Oui, parce que Donc, le E auquel vous faites référence, c'est 100 000 hommes. C'est 100 000 oui, soldats oui, oui. canadiens qui sont morts pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Vous parlez de vos discours. C'est intéressant parce que quelques semaines avec Jocelyn, on faisait la liste de ce qui était, selon nous, les meilleurs films à écouter pour bien comprendre les relations internationales. Puis le film de Jocelyn, c'était Quai d'Orsay. Et puis, ça lui permettait de discuter un peu, de nous rappeler son expérience lorsqu'il travaillait pour vous, la rédaction de discours. Donc, vous avez dit que vous aimiez vous-même mettre votre grain de sel dans les discours. Je ne sais pas si vous avez vu le film avec Thierry Lhermitte, qui joue le rôle en fait, de Dominique de Villepin. Je ne sais pas si vous pourriez nous dire à quel point ce film-là est véridique, dans quelle mesure c'est une fiction, parce que pour ceux qui ne l'ont pas Mais, vu, évidemment, je le conseille, c'est un film merveilleux. Jean-François, le film est bien, mais ce qui est merveilleux et excellent, c'est l'album, La la bande. bande dessinée. C'est ça qu'il faut OK. lire. Ah, OK. D'accord, OK. Procurez-vous-le, c'est bien meilleur que le film. Mais le film Ah, est bien fait, mais c'est ouais. difficile de battre l'original. Et pourquoi c'est bien? Euh, c'est parce qu'en effet, ce pauvre écrivain de discours, il est barouetté par un ministre, mais un ministre qui n'offre rien d'autre que des slogans. Oui, Je Oui. veux de l'effort, je veux de l'énergie, je veux du souffle. Mais mets-le, toi, là. Moi, j'ai jamais fait ça à mes coéquipiers. Hein. non, Je non, sais, tu me donnais des idées. Tu me donnais des idées. je donnais des idées, je recevais un premier jet, je le retravaillais, mais jamais j'aurais dit donnez-moi du souffle, je veux Non, ça des n'existait vraies. pas, ça. Mm. Non, non, ça c'est très horripilant. Moi, j'aurais pas accepté de travailler avec un ministre comme celui-là. Le ministre doit savoir ce qu'il veut dire, doit savoir s'appuyer sur une équipe, mais c'est lui ou elle qui, au bout du compte, doit trouver les mots, trouver la façon d'agir en s'inspirant de l'aide des autres. Mais c'est toi qui, au bout du compte, dois apporter l'orientation du ministère. Sinon, pourquoi tu es ministre? Alors, parlons des relations entre la France et le Canada. Comment tu les évalues actuellement, ces relations, avec ce nouveau premier ministre, Mark Carney, qui bouscule bien des habitudes? Je dirais que ça allait bien avec Justin Trudeau. Oui. On a fait beaucoup, beaucoup de progrès dans les années Trudeau et le premier ministre Carney peut tabler là-dessus pour aller plus loin. Mm. Le fait qu'il soit un banquier, comme c'est le cas du président Macron, qu'ils se connaissent bien,
qu'il soit européen lui-même de toutes sortes de façons, puisqu'il a été gouverneur d'une grande banque européenne, la Banque d'Angleterre. Quand on arrive à une occasion où les relations avec les États-Unis sont si mauvaises, à cause du président Trump, que la guerre en Ukraine perdure et que le président français, après avoir fait des efforts, à mon avis, tout à fait louables, pour essayer d'amener le président Poutine à une certaine ouverture, à ce qu'il bouge dans le bon sens. Quand il a vu que ça ne marchait pas, là, il est fermement dans la même position que le Canada. Il faut aider l'Ukraine. Il y a peu de choses à attendre à la négociation avec la Russie pour le moment. Donc, il y a une perspective très, très semblable de la vision du monde entre le président Macron et le président Carney, sur lesquels il faut s'appuyer parce que ça ne durera peut-être pas. Il y aura des élections à venir, notamment en France, qui peuvent être problématiques dans notre relation avec la France, parce que si c'était le Rassemblement national, Mme Le Pen ou M. Bardella, ça serait beaucoup plus compliqué. Je ne dis pas qu'on n'arriverait pas à continuer à travailler avec la France, il faudrait bien, on travaille avec le président que les Français se donnent, mais ça serait beaucoup moins d'atomes crochus dès le départ que c'est le cas entre le président Macron et le premier Carney. Donc, pour faire un anglicisme, il y a une fenêtre d'opportunité entre la France et le Canada, et nos dirigeants, nos ministres en sont bien conscients et essaient d'avancer les dossiers le plus rapidement possible, tant qu'on a cette unité dans nos vues quant à ce qu'il faut faire dans le monde. Et pourriez-vous développer un petit peu plus autour de ce qui pourraient être les conséquences, non seulement pour la France, mais dans notre relation avec la France, le Canada et le Québec, dans l'éventualité d'une élection à la présidence de Mme Le Pen ou de M. Bardella? Ben, écoutez, officiellement, Mme Le Pen, elle n'est pas pour un Canada uni. Elle a pris position pour l'indépendance du Québec. Et elle pourrait bouger, remarquez, si elle devenait présidente, peut-être qu'elle prendrait des distances par rapport à ce qu'elle a affirmé, ainsi que M. Bardella, qui, je pense, lui, c'est moins engagé qu'elle sur ce dossier. Ce n'est pas leur priorité, franchement, de pousser pour l'indépendance du Québec. Mais si ça devait être le cas, bien sûr que ça rendrait nos relations très détériorées entre le Canada et la France. Il y aurait un pays du G7 qui souhaiterait le démembrement d'un autre pays du G7. On n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment dans le monde. Donc, on verra ce qui se passera si ça devait arriver. De toute façon, elle n'est pas encore élue. Son mouvement n'est pas encore au pouvoir. Et si ça devait être le cas, évidemment, le Canada devrait dire très clairement ce qui se passe au Canada est une affaire canadienne. On n'acceptera pas qu'un pays pousse à l'indépendance d'une de nos provinces par-dessus la tête de notre gouvernement fédéral. Mais il y a déjà les États-Unis qui poussent à l'indépendance de certaines provinces, non? Et les Canadiens l'ont très mal pris, y compris les Tout à fait. Albertains, que les séparatistes albertains aient invité le président Trump à se mêler de nos affaires alors qu'il convoite nos ressources, y compris les ressources albertaines, n'était pas l'idée du siècle. Je suis d'ailleurs intervenu pour le dénoncer. Donc, ce qui se passe au Canada, c'est des affaires canadiennes. On a appuyé la France dans différents domaines du même genre, notamment en Nouvelle-Calédonie, où il y a un mouvement indépendantiste, et le Canada a dit c'est une affaire française, on fait confiance aux Français pour trouver les bonnes solutions. Il y a au moins un pays, l'Azerbaïdjan, qui s'en est mêlé de façon qui a fortement déplu à la France. Donc, on s'attend à ce que tous les pays du monde respectent le processus constitutionnel canadien, y compris la France. Mais on n'en est pas là encore aujourd'hui. Pour le moment, on a d'excellentes relations avec la France et espérons que ça va durer. Qu'est-ce qui est au cœur de la relation avec la France? Est-ce que c'est les affaires militaires? Est-ce que c'est l'économie? Est-ce que c'est la culture, par exemple? Tout ça, et l'histoire que nous avons avec la France, mais à cela, ajoutons les enjeux d'aujourd'hui. Je parlais de transformer la base matérielle de notre civilisation, de l'organique, c'est-à-dire les hydrocarbures, au minéral. Eh bien, ça suppose, entre-temps, que le Canada peut-être aide encore l'Europe à trouver des hydrocarbures. Il y a des projets de pipeline qui rendraient le gaz canadien directement transportable vers l'Europe, parce que là, on le fait indirectement. On approvisionne les États-Unis qui, eux, exportent du gaz liquéfié vers l'Europe. Mais si on avait la possibilité de le faire directement, eh bien, ça aiderait les Européens.
y compris à remplacer leur charbon. Il reste encore du charbon qui brûle en Europe. Plus beaucoup, mais il y en a encore. Et le gaz naturel pollue moins que le charbon, et émet moins de gaz à effet de serre que le charbon. Mais les minéraux critiques, ça va être un grand enjeu. L'Ukraine, le Canada est le pays dans le monde qui compte le plus d'êtres humains d'origine ukrainienne, après l'Ukraine elle-même, et la Russie, c'est le Canada qui a la plus grosse population. Ça fait qu'on est très engagé dans cet aspect-là, et tant que la guerre va perdurer, les Européens comptent sur nous. On peut résumer ça de cette façon. Les Européens nous ont toujours aimés. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils ont besoin de nous. We like each other and now we know we need each other. C'est ce qui est arrivé. Nous-mêmes, c'est cela qu'on veut faire. Si on veut décoder le discours de Davos du premier ministre Carney pour l'audience canadienne, il a dit des choses pour le monde. En fait, il a dit au monde, je partage votre frustration par rapport à Trump. Hein, c'était ça. Oui. Et c'est pour ça qu'il a été à ce point applaudi. C'était un soulagement d'entendre quelqu'un dire ce que les êtres humains de bonne volonté à travers le monde voulaient entendre. Surtout que c'était dans la circonstance très grave d'une menace d'occupation militaire du Groenland. C'est quand même très, très grave comme risque. Alors, voilà pourquoi le discours a si bien résonné dans le monde. Mais pour le Canada, je pense que le discours de Davos veut dire soyons sérieux dans nos efforts de diversification. On en parle depuis des décennies, on en parle depuis Pierre Elliott Trudeau, mais maintenant il faut le faire. Non pas qu'on va remplacer les États-Unis par l'Europe ou l'Indo-Pacifique ou l'Afrique ou l'Amérique latine, mais c'est l'Europe et les autres qui vont nous aider à être moins dépendants des États-Unis. Si on peut réduire notre commerce avec les États-Unis de 75% de notre commerce extérieur à, disons, 60%, ça serait déjà bien. Et moi, j'ai regardé les chiffres pour l'Europe. Si on atteint l'objectif que le premier ministre Carney a donné aux Canadiens, qui est de doubler nos exportations dans le monde hors États-Unis, les doubler en 10 ans, donc entre 2025 et 2035, eh bien, ici, j'ai les chiffres. Les 10 dernières années, notre commerce extérieur avec l'Union européenne a augmenté de 3,9% par année en 10 ans, dans les 10 dernières années. Si on veut doubler, il faut les augmenter de 7,2%. Donc, il faut presque doubler le rythme de croissance de nos exportations. C'est une tâche énorme. Est-ce que c'est possible? C'est possible, mais ça demande une mobilisation énorme. La principale difficulté que nous avons, c'est que nos entreprises trouvent plus simple de commercer avec leurs voisins américains. Voilà. Et que pour les amener en Europe, pour leur dire oui, d'accord, tu as un beau marché au Wisconsin, mais peut-être qu'en Bavière ou en Provence, tu as des partenaires, tu as un marché que tu ne connais pas, on va t'aider. On va te prendre par la main de A à Z et on va te montrer qu'il y a des choses à faire en Europe. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Il ne faut pas trop se culpabiliser. Si on est si dépendant de notre commerce avec les États-Unis, c'est parce que c'est notre voisin et que c'est un immense pays et que les pays commercent surtout avec leurs voisins. Les Américains eux-mêmes exportent plus au Canada qu'ils ne le font avec la Chine ou avec le Japon ou avec le Royaume-Uni ou avec la France réunis. Je gardais mon punch pour la fin. Réunis. Et donc, c'est pas seulement nous. La France commerce autant avec le géant américain qu'avec la petite Belgique, son voisin. Donc, on n'est pas les seuls dans cette situation-là. Mais si on veut être sérieux cette fois-ci, si on veut réussir notre diversification économique et géostratégique, ça va demander un effort énorme. Sur le plan géostratégique, actuellement, le grand bénéficiaire du réarmement de l'Europe et du Canada, eh bien, malgré toutes les difficultés qu'on a avec le président Trump, ce sont les États-Unis. Vous le savez bien, vous avez les chiffres des experts. Vous avez les chiffres. On a augmenté de 1 milliard nos contrats avec les Américains. L'Europe a augmenté de 200% dans les dernières années. Ce sont les Américains, les compagnies américaines, les grands, les Lockheed, les Boeing de ce monde, qui sont les grands gagnants du réarmement de l'Europe et du Canada. Donc, si on veut être moins dépendant d'eux, alors qu'on est de plus en plus dépendant d'eux sur le plan militaire, ça va être un travail énorme. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit, que ça va prendre un effort considérable de la part du gouvernement du Canada et de nos entrepreneurs
pour renverser un peu la vapeur. Mais sommes-nous équipés intellectuellement, sur le plan des ressources personnelles dans nos ministères pour justement accompagner nos entrepreneurs et nos politiciens? Moi, j'ai un respect énorme pour nos attachés commerciaux, les gens du commerce qui travaillent dans nos ambassades. Ce sont des héros et que les Canadiens ne connaissent pas, mais qui ont fait le bonheur de quantité de travailleurs et leurs familles et d'entrepreneurs, d'investisseurs, des héros qui sont parfois canadiens, mais parfois du pays en question. L'équipe qu'on a en Allemagne ou qu'on a en France, et j'en ai vu dans d'autres pays partout où j'étais passé, c'est des gens qui travaillent sans compter pour essayer de percer le marché du pays où ils sont, au bénéfice de nos entrepreneurs et d'amener les investisseurs. On a besoin de beaucoup d'investissements européens au Canada pour développer nos ressources. Ça va être énorme. Et si on pouvait leur donner plus de reconnaissance, plus d'appui, ça serait bien. L'inquiétude qu'on peut avoir, c'est que le gouvernement du Canada a un gros déficit budgétaire. Et donc, il cherche à rogner ses dépenses. Et le ministère des Affaires étrangères n'a pas été, Affaires mondiales Canada, n'a pas été épargné. Et moi, ce que j'ai dit, autant que possible à l'intérieur de la machine, et maintenant je le dis en dehors, puisque je ne suis plus lié au secret professionnel, c'est à Ottawa qu'il faut essayer de concentrer nos coupes. S'il faut faire des coupes budgétaires, ben, coupons dans les services qu'on donne à Ottawa, mais ne nous dégarnissons pas dans le monde. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Notre ratio à Affaires mondiales Canada entre les fonctionnaires canadiens sur place à Ottawa et les diplomates ou nos agents à l'étranger, il est d'environ 50-50. Il y en a même un peu plus à Ottawa que dans le monde. Ouais. Nos amis compétiteurs, les Français, les Allemands, les Italiens, les Américains, les Britanniques, le ratio est d'environ 30-70 ou 35-65. Dans la capitale, 35. Dans le monde, 65. Ça me paraît beaucoup plus normal. Oui. Mais nous, pour faire des économies, parce que ça coûte bien moins cher d'avoir un agent à Ottawa que de l'envoyer avec sa famille à l'étranger, on a concentré beaucoup de nos ressources à Ottawa et on n'a pas garni autant qu'on aurait dû notre diplomatie à l'étranger. Le nombre de missions qu'on a dans le monde n'est pas à la hauteur d'un pays du G7, par exemple. Moi, j'avais noté qu'on était très sous-représenté dans l'Europe de l'Est. Par exemple, notre ambassade en Arménie, on n'en avait pas. On faisait ça de Moscou. Alors, avec les tensions qui se sont développées avec la Russie, ça n'était plus possible. Et donc, une de mes recommandations, et je ne dis pas que c'est moi tout seul qui ai emporté le morceau, tous les ambassadeurs de la région ont beaucoup insisté, les ministres s'en sont bien rendus compte, et donc on a rétabli plus d'investissements, d'efforts diplomatiques, de présence diplomatique canadienne en Europe de l'Est que c'était le cas avant. Mais malgré tout, on est de loin le pays du G7 le moins représenté en Europe de l'Est. Les Japonais, qui sont beaucoup plus loin que nous du théâtre européen, ils sont mieux représentés que nous. L'Italie est mieux représentée que nous. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'efforts à faire dans le monde pour appuyer nos entreprises, appuyer nos efforts diplomatiques, aider les Canadiens en difficulté, les efforts consulaires qu'on doit faire partout dans le monde. Et en même temps, là, on fait des coupes. Alors, j'espère que les coupes vont être concentrées beaucoup à Ottawa et qu'on va épargner autant que possible notre présence dans le monde. Jean-François, il reste 10 minutes. Oui, ben, je voudrais vous ramener sur une question précédente. Oui, évidemment, un pays a la politique étrangère et la politique commerciale de sa géographie, ce qui explique pourquoi nos entreprises commercent beaucoup plus avec les États-Unis que partout ailleurs dans le monde. Mais est-ce qu'il y a d'autres difficultés pour des compagnies canadiennes à investir en Europe? Parce qu'on parle beaucoup. L'Europe, vous avez dans certains cas comme l'Allemagne, les équivalents des provinces, les Länders, le gouvernement fédéral allemand, mais en plus, vous avez les normes européennes. Est-ce qu'il y a des difficultés bureaucratiques liées à l'architecture institutionnelle de l'Europe qui constituent un obstacle supplémentaire à nos entreprises canadiennes pour pouvoir aller y investir? Est-ce que c'est un facteur? Oh, énorme, c'est un facteur énorme, très dissuasif, mais qu'il faut bien surmonter. Alors, il y a deux choses à faire. La première, c'est défensif, c'est d'éviter qu'ils en rajoutent.
l'Union européenne et les États membres, pour se protéger du protectionnisme américain et de l'envahissement des produits chinois, établit des réglementations de protection. Et nous, ce qu'on dit toujours, et on a une forte mission à Bruxelles, et on avait avec Elish Campbell une championne qui connaissait de A à Z tous les difficultés du monde commercial européen, pour s'assurer que le Canada ne soit pas une victime collatérale de ces efforts de l'Union européenne face aux géants américains et chinois. Donc ça, c'est un premier plan, sur le plan défensif. Sur le plan plus offensif, nous essayons de les pousser à faire en sorte que leur réglementation soit adaptée aux besoins du Canada. Par exemple, et là-dessus, j'ai tellement insisté, l'Union européenne, parce qu'elle a un marché du carbone, veut faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite de carbone, c'est-à-dire des entreprises européennes qui quittent l'Europe pour ne plus être soumises à la réglementation climatique européenne, et donc pour les garder en Europe et pour éviter que les entreprises étrangères entrent dans le marché européen d'une façon injuste pour les compagnies européennes qui sont soumises à la réglementation européenne du climat, ont mis en place un mécanisme de fiscalité du carbone à la frontière. CBAM, Carbon Mechanism, un mécanisme qui fait en sorte que les entreprises étrangères qui ne sont pas soumises à une tarification du carbone sont tarifées par les Européens. Alors nous, on leur a dit, on a une tarification du carbone. On en avait même une pour les consommateurs. Stupidement, on l'a laissé tomber parce qu'on l'a mal défendu et que M. Poilievre, et c'est un grand tort, on doit lui reprocher ça, mais il l'a fait avec grand talent. Il a convaincu les Canadiens que cette tarification du carbone à la consommation devait être abolie. Et donc, M. Carney n'a pas eu d'autre choix pour se faire élire que d'abolir la tarification du carbone aux consommateurs. Mais on en a encore une pour les entreprises. Et donc, on dit à l'Union européenne, ne tarifez pas deux fois nos entreprises. Nous le faisons déjà chez nous. Donc, n'imposez pas cette CBAM aux entreprises canadiennes. Et jusqu'à présent, on a réussi cela. On a réussi cela. Il faut s'assurer que ça va continuer comme ça. C'est un effort diplomatique énorme d'arriver à faire en sorte que les compagnies canadiennes puissent entrer dans le marché européen, fassent un effort d'adaptation à la réglementation européenne, mais qu'elle ne soit pas insurmontable. Puis peut-être une dernière question. Oui. Le Canada, comme la France, puis beaucoup d'autres pays européens sont des membres de la francophonie. Est-ce que vous pouvez nous donner votre perception de cette organisation-là? Est-ce qu'elle joue toujours son rôle d'origine ou est-ce qu'elle a plutôt complètement, comme on pourrait dire en bon québécois, perdu la map en commençant à s'intéresser à des questions qui ne relèvent absolument pas des questions linguistiques de la francophonie? Il y a un énorme problème. L'Organisation internationale de la francophonie est à risque d'avoir perdu sa boussole. Mais elle peut la retrouver. Et sa boussole, c'est la langue française. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui fait qu'on est tous ensemble. On peut bien essayer de régler tous les problèmes du monde, de penser que c'est à un sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qu'on va régler le problème de Gaza. Mais c'est pas vrai. Par contre, la langue française et les cultures qu'elle porte, culture africaine et autres, oui, ça, c'est notre ciment ensemble. Et le grand enjeu, c'est l'enseignement du français. On manque d'enseignants partout. On en manque en France, on en manque au Canada. On veut des écoles d'immersion. À mon avis, la possibilité d'apprendre le français devrait être un droit de citoyenneté au Canada. Tous les parents qui veulent que leur enfant aille dans une école d'immersion française devraient y avoir droit. Ne devraient pas être obligés de jouer à la loterie pour savoir qui va y aller. Mais on en est loin, parce que même quand on ouvre des écoles d'immersion, ce n'est pas sûr que les enseignants vont être de bonne qualité dans leur capacité de transmettre la langue française, parce que même parfois la maîtrisent très mal. Donc, ce déficit, il y a environ 2000 enseignants du et en français qui manquent en dehors du Québec. Même au Québec, on a des difficultés. Et en France, ils ont des difficultés aussi. Le potentiel est en Afrique, mais on ne veut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc, ça prend un effort de coordination. Et à mon avis, ça devrait se passer à la francophonie. On n'en parle à peu près pas. J'ai dû insister beaucoup
pour que, au dernier sommet qui avait lieu à Paris, le Canada parte une cartographie. C'est le Canada qui a lancé le programme, au moins qu'on cartographie le problème. Où est-ce qu'on a les déficits d'enseignants? Où est-ce qu'on a le potentiel de former des instituteurs, des institutrices de grande qualité? Notre Sherpa a été formidable pour obtenir ça dans la réunion. Le Premier ministre a beaucoup insisté aussi. Et on y est arrivé. Bon, c'est un bon début. Mais à travers ça, on parle de mille et une choses qui ne sont pas très, très centrales. Il y a quand même un gros enjeu aussi. C'est tous les médias sociaux, s'assurer que le français soit bien visible dans les médias sociaux. Ça, c'est un effort qu'il faut continuer. Donc, elle a beaucoup de rôle à jouer, cette organisation. Il faudrait qu'elle arrête de se disperser. Quand les enjeux, c'est est-ce qu'on va faire rentrer tel et tel pays, qui sont des pays autocratiques, et des pays qui n'ont aucune racine avec la civilisation francophone, c'est une perte de temps. Quand on essaie de régler tous les problèmes du monde, on a aussi l'enjeu incontournable de savoir ce qu'on doit faire avec les pays qui sortent de la démocratie et vivent avec des juntes qui font des coups d'État sur coups d'État. Ça, c'est un problème, ça, c'est vrai, que la francophonie a la difficulté à gérer. C'est pas simple à gérer, bien sûr, mais avant, on avait des gouverneurs, on avait des secrétaires généraux qui avaient beaucoup de poids en Afrique. Là, c'est moins le cas, donc c'est plus difficile de jouer un rôle utile face à cet enjeu énorme. Donc, moi, je prêche pour une organisation internationale de la francophonie qui se concentre sur sa raison d'être. Non, non, Merci. oui, ben, tout à fait. Écoutez, là-dessus, je vous donne tout à fait raison parce que un des principaux aspects du soft power français, c'est ces nombreuses alliances françaises partout dans le monde, les centaines et les centaines d'écoles françaises dans des terres inhospitalières pour la francophonie. Par exemple, mes trois enfants vont à l'école française à Astana. Il y a aussi une école française ici à Yerevan. Donc, c'est ce qui est merveilleux, et ça, en termes de soft power pour la France, le reflet de la francophonie, je vois pas meilleur outil de promotion que ces institutions-là. Bon, Écoute, Moi, je suis tout à merci fait d'accord Stéphane. et ça m'amène à dire quelque chose que je voudrais vraiment dire lors de notre balado. Le Canada doit apprendre des Européens à rehausser l'importance de la diplomatie culturelle. Quelque chose qu'on néglige au Canada. On ne se rend pas compte à quel point c'est important. Je ne peux pas parler pour les autres continents, je les connais moins, mais je soupçonne que c'est important pour eux aussi, que pour les Japonais, c'est important, par exemple. Mais en Europe, c'est essentiel. Vous avez parlé du cas de la France, mais l'Espagne avec les instituts Cervantes, oui. Mhm. l'Italie, Mhm. l'Allemagne avec L'Allemagne les aussi, oui. instituts Goethe, tout le monde le fait, et à grande échelle. Ouais. Et nous, bon, on a un centre culturel à Paris qui est un joyau. À chaque fois, il faut se battre pour le garder, pour le maintenir en forme, comme si c'était un luxe. Le Canada a tendance à considérer, sur le plan diplomatique en tout cas, la culture comme un luxe que l'on néglige en temps de vache grasse et que l'on sabre en temps de vache maigre. Et c'est une grave erreur à mon avis. Les Européens, ils pensent de cette façon. Si vous êtes capable, comme pays, de leur produire de la belle musique, des beaux romans, du cinéma qui les transporte, etc., ben, ils se disent, ils ne doivent pas être si mal pour faire des machines-outils et tous les produits industriels dont nous avons besoin. Et il y a une espèce de vase communicant dans le consommateur et l'investisseur européen que nous négligeons au Canada. Vous allez où que ce soit en Europe et ils vous expliquent, quand vous arrivez à une réunion, eh bien, ce que veut dire ce tableau, le siège sur lequel vous êtes assis, quel poids il a dans l'histoire. C'est important pour eux et ils se disent que ça part bien la réunion pour faire de bonnes affaires. Je ne sens pas du tout le même réflexe chez les Canadiens et il faut le développer. On a un beau pays, on a des créateurs, des artistes formidables. Il faut plus l'utiliser pour promouvoir le Canada, le label canadien. Eh bien, Voilà. merci Stéphane. Merci, c'était passionnant. J'espère que nos auditeurs ont apprécié également cette discussion-là. Écoutez, ben, ce sera tout pour cette seconde grande entrevue. On va vous en préparer d'autres au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Et écoutez, comme toujours, si vous avez apprécié l'épisode, euh, n'hésitez pas à liker, à partager, à en parler à vos amis
Et puis, écoutez, ça nous fera plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode normal, disons, entre moi et Justin pour discuter de l'actualité politique. Et d'ici là, on vous souhaite une agréable semaine. À la prochaine.